Bonjour à tous. Merci beaucoup en tout cas de nous recevoir aujourd'hui, Michel, et puis merci à Québec Métiers d'avenir de nous recevoir. Je vous souhaite la bienvenue sur ce webinaire du système financier canadien. Donc comme le disait Michel, le webinaire va être enregistré. Je vais d'abord commencer par me présenter. Donc je suis Julie Bolato Bertolini. Je suis française, comme vous pouvez l'entendre à mon accent. Et donc j'ai travaillé dans le système bancaire français pendant 13 ans, pour ensuite immigrer au Canada et intégrer justement Desjardins, où je suis conseillère stratégique d'affaires, développement des nouveaux arrivants. Et donc mon travail, c'est justement de vous accompagner, vous les nouveaux arrivants, à justement vous donner des clés et mettre en lumière certains principes, aussi bien du système financier canadien que un petit peu une approche patrimoniale ou fiscale qu'on verra en fin de présentation. Euh, donc voilà pour les présentations. Déjà, dans un premier temps, je vais vous présenter qui est Desjardins, et je pense qu'une vidéo vaut 1000 mots, alors je vais vous partager une vidéo. Hop. Quand je pense à Desjardins, ce qui ressort avant tout, ce sont les valeurs coopératives. Ça fait référence à notre volonté de faire avancer les choses ensemble. On écoute nos membres, nos clients, on les accompagne dans les moments qui comptent le plus et on enrichit la vie des personnes et des communautés. Parce que quand on aide une personne, on aide toute la collectivité. La coopération, c'est aussi un moteur de changement dans la société. On le voit clairement, les gens veulent un monde plus humain, plus responsable, plus équitable. À mes yeux, chacun a son mot à dire et devrait avoir l'espace pour le faire. Et c'est une des grandes forces de Desjardins depuis maintenant plus de 120 ans. Et c'est sûr que quand je regarde la riche histoire de Desjardins, il y a de quoi être fier, très fier. Et c'est inspirant de pouvoir se projeter dans l'avenir. Si on est si solide depuis si longtemps, c'est parce qu'on a su innover et s'adapter aux nouvelles réalités, sans jamais perdre de vue ce qu'on fait et surtout pour qui on le fait. On est ici pour chaque personne qui nous confie ses finances, pour qu'elle réalise ses projets, ses rêves. Et ça, c'est grâce à nos membres et clients qu'on grandit. Ensemble, on est une force puissante qui ne va jamais arrêter d'avancer. Voilà. Donc, comme vous l'aurez compris, et comme nous l'a décrit... Ah, excusez-moi, il faut que je mette pause à cette vidéo-là. Et donc, comme je vous le disais, comme l'indique Guy Cormier, Desjardins est guidé par des valeurs de solidarité et d'entraide. C'est une institution qui est très présente dans l'économie et la vie associative au Québec et en Ontario. Et on remarque un retourné aux membres et à la communauté de plus de 445 millions en 2020. On considère aussi que Desjardins, c'est plus de 7,5 millions de membres et clients. Pour vous donner une petite idée, au Québec, on compte 8,5 millions d'habitants. Donc, Desjardins est vraiment une institution qui est vraiment sur tout le territoire du Québec et en Ontario. Il y a également plus de 900 points de service et 52 000 employés, ce qui fait de Desjardins le premier employeur privé au Québec et aussi la première institution financière canadienne signataire des principes bancaires responsables. Euh, Quel est notre objectif? Donc, c'est de vous accompagner, comme je vous le disais au tout début, c'est de vous accompagner, vous les nouveaux arrivants, et de vous faciliter votre installation au Canada. Alors, comment on fait pour ça? Eh bien, on est une équipe. On est plus d'une trentaine de personnes qui venons un petit peu du monde entier, qui est là justement pour vous accompagner. Et notre but, c'est de mettre en face de vous, peu importe d'où vous venez, quelqu'un qui saura parler votre langue et qui comprendra aussi votre culture pour vraiment réussir à trouver les bons leviers et vous trouver les bons repères.
Donc notre équipe parle anglais, français, espagnol, mandarin, arabe et encore d'autres langues. On a également un bureau à Paris et on fait en sorte d'avoir justement un accompagnement personnalisé, des ateliers gratuits comme aujourd'hui, voyez-vous, et on met en place des partenariats et on a aussi donc le bureau à Paris, comme je vous le disais. Et donc c'est pour un accueil sur mesure. Comment on fait pour vous accompagner? Eh bien déjà, c'est une possibilité pour vous d'ouvrir votre compte, alors que vous êtes encore dans votre pays d'origine. Pour ce faire, Michel va vous mettre aussi le lien dans le chat, qui vous permet justement d'actionner ce processus, que vous pouvez aussi retrouver dans votre espace, de Québec Métiers d'Avenir. Voilà. Et donc le processus est tel que vous pouvez ouvrir votre compte à distance alors que vous avez encore les pieds dans votre pays d'origine. Vous pouvez également faire un virement, une fois que le compte est créé. Et automatiquement, bah, vous pourrez faire un seul virement par contre pour l'envoyer sur votre compte canadien. Et une fois arrivé au Canada, à ce moment-là, on va vous donner directement vos moyens de paiement après une authentification qui sera faite avec votre passeport, votre visa, toutes ces informations qui sont ici. Vous pouvez aussi vous aider, donc vous serez appelé au bout de 48 heures quand vous allez passer par le lien dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous pouvez aussi aller sur Facebook, Mon projet au Canada par Desjardins, où là justement vous allez avoir une très belle boîte à outils d'informations pour avoir un petit peu tout type de renseignements, ce qui est chercher de l'emploi, ce qui est quelles sont les différences entre votre pays et le Canada, etc. C'est une très belle boîte à outils. Desjardins vous offre aussi un service spécial pour les nouveaux arrivants et aussi une offre étudiante. Si on reprend, et aussi des forfaits spécifiques qui vous permettent aussi d'avoir des prix spécifiques suivant votre solde de compte, etc. Vous pourrez voir avec votre conseiller directement quelle est l'offre la plus appropriée pour vous. Notamment, je vais vous parler rapidement de l'offre des nouveaux arrivants au Canada. Donc cette offre comprend un compte bancaire avec des transactions gratuites, une carte de crédit, la reconnaissance de l'expérience de conduite. Donc ça, c'est important, notamment pour les personnes qui ont déjà une expérience de conduite dans leur pays d'origine. Beaucoup d'assureurs au Canada ne font pas justement cette reconnaissance et c'est un gros avantage pour vous dans le sens où vous pouvez quand même gagner un certain montant sur votre facture finale en reprenant cette reconnaissance. Vous avez également droit à un coffret de sûreté, tout ce qui est virements internationaux et aussi le service d'assistance Desjardins. Nous allons parler maintenant de quels sont les principaux frais d'installation à avoir en tête quand on arrive au Canada. Les premiers mois, effectivement, vous allez avoir, je dirais, c'est la période où on a besoin de repères. Donc là, aujourd'hui, le webinaire et notamment là aussi, cette slide aussi, va vous donner des repères. C'est le but vraiment de ce webinaire-là. Donc, comme on peut le voir, les billets d'avion, en moyenne, suivant votre pays d'origine, bien sûr, il peut aller jusqu'à 1 500 $. Tout ce qui est vêtements d'hiver, vous pouvez noter entre 450 $ et 900 $. Je vous dirais, au Canada, oui, il fait froid, c'est le pays où il fait très froid, mais pour bien y vivre, l'hiver, c'est vraiment de s'équiper. Ce serait un de mes conseils, vraiment, une fois que vous êtes bien équipé, vous pouvez faire tout ce que vous voulez au Canada et profiter vraiment de l'hiver canadien. Et il y a tellement d'activités à faire qu'il ne faut surtout pas s'en priver. Au niveau de la téléphonie, internet, c'est quelque chose qui est différent de ce qu'on peut retrouver par exemple en Europe, notamment en France. Moi, j'ai mes repères français, où justement la téléphonie internet, c'est quelque chose qui coûte beaucoup plus cher que ce qu'on peut connaître nous en Europe. Donc c'est, je dirais, un budget à anticiper. Au niveau des assurances de santé,
Là aussi, prévoyez entre 650 et 1 000 $ en plus, de la RAMQ que vous pouvez connaître. La RAMQ qui correspond, si des Français sont présents aujourd'hui au webinaire, ça correspond à la sécurité sociale française. Comme je vous le disais, tout à l'heure, on vient de parler de la RAMQ. N'hésitez pas à prendre, ces informations-là et aller voir si vous êtes ou pas couvert par la RAMQ. Vous aurez sans doute parfois une carence qui peut aller jusqu'à 3 mois. À partir du moment où vous arrivez sur le territoire canadien, ça veut dire que, vous arrivez, pendant 3 mois, vous n'avez pas d'assurance. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas sur le site de Desjardins. Vous avez également, une assurance, visiteur qui vous permet justement de vous couvrir pendant ces 3 mois pour vraiment, être en toute sécurité et arriver, je dirais, sans avoir le stress de se dire: «Ouh là là, je suis pas couvert, qu'est-ce qui va se passer?» Et il faut se dire aussi que, au Canada, le les tout ce qui est médical, ça coûte vraiment très cher, très rapidement. Donc, n'hésitez pas à vous couvrir sur ces 3 mois-là, parce que ça peut vraiment, être un beau budget s'il vous arrive quelque chose. Au niveau des logements, donc là, je vous ai remis un petit peu le coût moyen des logements. Là, on parle pour, un appartement qui comporte, une chambre, un salon, cuisine, salle de bain. À Montréal notamment, on peut voir que c'est 1 250 $ et on peut voir aussi que tout dépend, dans quelle ville vous vous situez. Le coût de la vie va être complètement différent, d'une ville à une autre. Voilà. Au niveau des assurances habitation, là aussi, c'est une fourchette. Ça peut aller de 350 à 2 000 $. Encore une fois, la taille du logement joue un rôle, conséquent dans ce prix-là, mais au moins ça vous donne une petite ordre d'idée. Là, j'ai repris le site de référence Kijiji. Donc Kijiji, c'est un site qui va vous permettre d'aller, chercher, d'acheter des choses un petit peu comme Marketplace. Je pense que tout le monde connaît Marketplace sur Facebook. Excusez-moi. Et donc en fait, ça va vous permettre de quand vous arrivez, souvent, si on arrive en famille ou peu importe, il faut, bah, à prendre un logement et puis acheter, son grille-pain, acheter, plein de choses et puis on ne veut pas forcément acheter neuf. Donc on va passer par, des ventes, un petit peu plus, seconde main et donc vous avez Marketplace et vous avez Kijiji qui sont un petit peu les pendants de Leboncoin. Encore une fois, c'est une référence française. Voilà, qui vont vous permettre d'aller chercher, des informations, enfin des choses à acheter en complément. Comment fonctionne le système bancaire canadien? Nous allons rentrer dans le vif du sujet au niveau de l'aspect bancaire. Donc au Canada, vous avez plusieurs systèmes pour, de moyens de paiement, je vous dirais. Vous avez l'argent comptant, comme partout dans le monde, mais c'est vrai qu'avec le covid en plus qui est passé par là, l'argent comptant est de moins en moins présent. Donc on utilise beaucoup plus la carte, les cartes de débit, les cartes de crédit ou les virements pour payer. Les chèques, c'est un moyen qui est beaucoup moins utilisé, heu, quasiment pas utilisé, je vous dirais. C'est dans des cas bien particuliers. Vous avez aussi le paiement mobile et aussi le dépôt, mobile de chèques. Je reviens rapidement sur le virement Interac que vous voyez ici. Le virement Interac, pour rejoindre un petit peu mon idée de tout à l'heure, quand on disait on va peut-être acheter des choses de seconde main, c'est un virement qui va vous permettre d'être très réactif, dans le sens où vous allez pouvoir, dans votre espace personnel, créer votre bénéficiaire à qui vous voulez faire votre virement et puis réaliser le virement avec un système de questions-réponses. C'est-à-dire que si vous voulez envoyer à l'instant, maintenant, là, tout de suite, vous voulez envoyer 20 $ à quelqu'un, à ce moment-là, vous allez créer ce virement. À la fin, vous allez créer une question. Par exemple, je veux vous acheter, tout à l'heure on parlait d'un grille-pain, je veux vous acheter votre grille-pain. Eh bien, vous allez noter la question: «Qu'est-ce que je vous achète?»
Et la personne qui reçoit le virement pour valider finalement ce virement va avoir la réponse à la question à noter. Et là, il va mettre grille-pain, par exemple, puisque vous vous êtes mis d'accord. Et là, automatiquement, le virement va être généré et la personne va recevoir son argent. Donc, on n'est plus obligé de passer par de l'argent comptant pour faire des transactions rapidement. On peut faire des virements internes. Au niveau des chèques, donc là, vous avez un exemple de chèque qui va vous servir aussi de RIB. Car ici, vous voyez, c'est justement l'information qu'il nous faut pour avoir votre numéro de compte. Ce chèque va vous permettre, vous pourrez le donner à votre employeur qui va justement pouvoir vous faire ensuite vos virements de salaire. Ça sera plus, étant donné qu'on a plus affaire à des étudiants aujourd'hui, je pars du principe que vous pouvez peut-être arriver en famille et que votre conjoint et votre conjointe va peut-être vouloir travailler. C'est pour ça que je vous dis ça. Ces chèques sont souvent utilisés lors du paiement de loyer, même si les virements interacts, tels que je l'expliquais tout à l'heure, sont justement des moyens beaucoup plus rapides et beaucoup plus utilisés. Ils sont aussi utilisés pour payer les frais de scolarité, les activités sportives, les cabinets médicaux, etc. Ils sont valables que 6 mois et après, à partir du moment où la date est inscrite ici, vous comptez 6 mois. On va parler aussi des cartes bancaires. Au Canada, contrairement à d'autres pays, vous allez utiliser 2 types de cartes. Vous allez avoir la carte de débit et la carte de crédit. La carte de débit, donc, c'est une carte à débit immédiat où vous pouvez faire un retrait d'argent directement au guichet. Ce que vous ne pourrez pas faire avec une carte de crédit. Vous pourrez aussi payer chez le commerçant. Elle est gratuite à l'ouverture et on ne peut pas faire d'achat sur Internet avec cette carte. J'accentue l'information, on ne peut pas faire d'achat par Internet avec cette carte. Vous ne pourrez faire d'achat d'Internet qu'avec votre carte de crédit. La plupart du temps, la carte de débit est un petit peu oubliée à défaut de la carte de crédit. Cette carte de crédit, c'est une carte à paiement différé. On va en parler un petit peu plus loin. Il y a un délai de grâce, une limite de crédit et la possibilité d'avoir des récompenses et aussi, comme je vous le disais, de faire vos paiements chez le commerçant par Internet. Et également, par la suite, au bout d'un certain temps, ça peut générer des intérêts, mais si on respecte le délai de paiement, vous n'aurez pas d'intérêt. Et aussi, ça va vous permettre de bâtir votre historique de crédit. On va en parler un petit peu plus loin. D'abord, je vais vous présenter une petite vidéo sur le sujet des cartes de crédit et de débit. Oups. Tac. Si ce n'est pas celui-ci, je vous montre un instant.
Voilà pour la petite explication sur les cartes. Je vais juste revenir sur l'explication du système de facturation, ce qui est très important. Donc, une carte de crédit, c'est généralement ce qu'on va utiliser le plus régulièrement. Dans un premier temps, quand vous allez arriver, vous allez avoir une carte de débit dans un premier temps, le temps que votre carte de crédit soit commandée, si vous le souhaitez. Et ensuite, vous pourrez passer directement avec votre carte de crédit pour en fait réaliser toutes vos transactions grâce à la carte de crédit. C'est-à-dire même payer votre téléphone, payer en fait tout ce que vous pouvez payer, ce qu'on pourrait nous prendre en tant que prélèvement ou des choses comme ça, on essaie tout de faire passer dans la carte de crédit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va payer cette carte une seule fois. Une seule fois dans le mois ou plusieurs fois si vous le souhaitez. Vous pouvez payer quand vous voulez, à vrai dire. Mais l'idée, c'est vraiment de payer au moment du relevé qui a lieu au bout d'un mois. Contrairement à ce que nous, on connaît dans d'autres pays, je vous dirais, ça va permettre de savoir si vous savez utiliser un crédit et le rembourser en temps et en heure sans avoir de frais, du coup pas d'intérêt. Et ça va alimenter votre code de crédit. C'est un petit peu plutôt une approche nord-américaine et où en fait, plus vous allez utiliser votre carte de crédit, vous allez la rembourser en temps et en heure et plus vous aurez une bonne cote de crédit, on va en parler juste après. Et aussi, ça va minimiser tout le nombre de transactions que vous allez avoir sur vos comptes. Parce qu'au Canada, on n'a pas des conventions de cartes, par exemple. C'est vraiment les frais de transaction qui peuvent être facturés. Donc, on minimise les transactions en n'utilisant que la carte de crédit pour finalement ne faire qu'une seule transaction au débit sur votre compte une fois dans le mois. Donc, au niveau du cycle de facturation, vous avez un mois pour justement utiliser votre carte. Et ensuite, votre relevé va arriver dans votre boîte courriel pour vous dire que justement, vous êtes arrivé à la fin du mois. Vous avez 21 jours de grâce pour payer votre solde de carte avec un paiement minimum de 5%. Et ensuite, effectivement, si vous dépassez les 1 mois et 21 jours, là, à ce moment-là, il y aura des intérêts. Mais vous pouvez justement rembourser justement pendant ces 1 mois et 21 jours et votre solde va revenir finalement avec un encours au maximum. Voilà, pour la carte de crédit. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez aussi tout ce qui est votre dossier de crédit. Au Canada, quand vous voulez emprunter, l'analyse de votre dossier de crédit est faite par TransUnion et Equifax. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont regarder? C'est votre carte de crédit, si vous l'utilisez correctement, si vous payez bien vos assurances, si vous payez bien votre crédit immobilier, les prêts à la consommation, tout ce qui est prélèvement bancaire, le téléphone, Internet. Vraiment, tout est analysé par TransUnion et Equifax. Et cette analyse va générer une cote. Cette cote, elle va jusqu'à de 300 à 900, c'est un pointage de crédit. Et plus vous avez un pointage élevé, et plus vous avez une bonne cote de crédit. Cette cote de crédit, à partir du moment où vous allez arriver au Canada, c'est à peu près au bout de 6 mois où vous allez avoir une cote de crédit établie. Excusez-moi. Et c'est là où justement il faut être très vigilant, c'est que dès le départ, faites en sorte de bien régler toutes vos factures et même si vous avez un litige avec un commerçant, réglez le problème. Ne faites pas l'autruche, appelez et réglez le problème pour pas qu'il y ait un décalage de paiement ou faites un échelonnement, peu importe. Mais en tout cas, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui soit fait et que vous payez en temps et en heure pour pas abîmer votre cote. Donc, votre code de crédit sera consulté aussi dans différents cas. Aussi bien au moment où vous demandez un prêt, où vous voulez vous vendre à crédit, vous louez un appartement aussi. Si au tout début, quand vous allez demander demander à un propriétaire de vous louer votre appartement, vous n'aurez pas de code de crédit au départ, donc il demandera peut-être d'autres justificatifs. Mais par la suite, effectivement, votre propriétaire pourrait vous demander votre code de crédit pour savoir si vous êtes un bon payeur ou pas.
Également dans certains, métiers, votre employeur peut vous demander, votre code de crédit et vous demander s'il a le droit de demander votre code de crédit. Donc c'est vraiment la code de crédit, c'est vraiment quelque chose, il faut vraiment faire attention à ça. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous en parle aujourd'hui, que je vous en parle, parce que ça fait partie de toute l'éducation financière qu'il faut prendre en compte quand on arrive au Canada. Concrètement, pour avoir une bonne cote de crédit, il faut faire ses paiements à temps, faire le paiement minimum des 5 dont je vous disais tout à l'heure pendant la période de grâce, communiquer avec le prêteur si toutefois vous avez des paiements qui sont en attente ou pour être à jour justement, et surtout ne pas sauter de paiement. Hop, je vais vous présenter une vidéo aussi sur le sujet. Voilà, donc voilà pour la cote de crédit. Vous aurez aussi accès, une fois que vous aurez, un compte chez Desjardins, vous aurez accès à vos services en ligne où vous pourrez consulter votre solde, de compte, vos cartes également, le solde de vos cartes pour faire vos virements dont on parlait justement à l'instant. Aussi payer vos factures, parce qu'il faut savoir qu'au Canada, les prélèvements sont quelque chose qui sont un petit peu moins, fréquents. Généralement, on paye ses factures via justement le système bancaire, enfin le système, votre espace personnel. Par exemple, pour ceux qui connaissent la cantine ou les choses comme ça, c'est des choses qu'on va payer ou les frais de garde pour les enfants. C'est des choses qu'on va payer tous les mois, on va rentrer dans notre espace et c'est pas des prélèvements qui sont mis en place. Il faut aussi ouvrir un compte d'épargne, et planifier des versements périodiques et là, votre conseiller chez Desjardins pourra vous conseiller justement sur le montant que vous voudriez mettre de côté et comment on peut mettre ça en place. Avant votre arrivée, alors ça, c'est des questions, on va plus parler là, d'une approche, je dirais, patrimoniale pour les gens qui ont, des biens, heu, en France ou dans votre pays de manière générale. Quand vous arrivez, au Canada et que vous allez, du coup devenir résident fiscal à partir, du moment où vous mettez les pieds au Canada, ce n'est pas que l'histoire des 184 jours, c'est-à-dire la moitié de l'année qui va faire que vous êtes résident fiscal canadien, c'est essentiellement vos habitudes de vie. C'est-à-dire où est votre vie, où est votre emploi, où est votre famille, est-ce que les enfants vont à l'école, etc., etc. Donc, à partir de là, vous allez devoir faire votre déclaration à l'Agence de revenus du Canada et transmettre votre revenu d'identification fiscale de votre pays d'origine. Ça, c'est une des informations qu'on vous demandera au tout début quand vous allez ouvrir votre compte avec les informations sur votre passeport. Au niveau de la déclaration
la première déclaration que vous allez faire, vous allez, suivant si vous détenez des parts de société encore dans votre pays d'origine ou des parts ou des actifs, que ce soit des actifs liquides ou un bien immobilier qui serait supérieur à 100 000 $ en dehors du Canada, à ce moment-là, vous devrez remplir la T1135 pour justement les plus de 100 000 $, ou pour les parts de société, la T1134. Alors, je vous conseille par contre, attention, soyez bien attentifs, de bien retenir ça si vous êtes dans ce cas-là. Parce que si vous ne le faites pas, à ce moment-là, ça peut générer des embêtements pour vous, dans le sens où ce n'est que de la déclaration, d'accord? C'est que vous déclarez ce que vous avez, ça ne génère pas d'impôt de le déclarer. Mais par contre, ça peut générer des amendes de ne pas le déclarer. Ça veut dire que, imaginons, vous ne déclarez pas que vous avez des actifs en dehors du Canada et que, imaginons que ce soit un bien, que vous le vendez quelques années plus tard. Le problème, c'est qu'au moment de la vente, vous allez du coup déclarer, puisque les États se parlent entre eux, il y a un accord entre les deux pays, souvent entre les pays, et donc au moment de la vente, il peut y avoir justement une information qui est remontée en disant vous n'avez pas déclaré votre bien. Et là, par année de retard, vous pouvez avoir jusqu'à 1 500 $ par an pour non-divulgation justement ces actifs en dehors du Canada. Donc, il est hyper important de retenir cette information et de bien faire vos déclarations, de bien déclarer en tout cas dès que vous arrivez au Canada. Autre point à prendre en compte quand on arrive, quand on immigre, je vous dirais. C'est comment on va organiser son patrimoine avant son départ en France, parce que, excusez-moi, c'est notamment dans le cas de France, c'est vendre ou garder sa résidence principale. Dans le cas où justement on est en France, eh bien, il y a quelque chose à prendre en compte, c'est que au moment où vous allez vendre ou pas votre résidence principale, si vous la vendez, vous aurez jusqu'au 31 décembre de l'année suivante pour la vendre en ayant une exonération de la plus-value. C'est-à-dire votre bien a une plus-value, vous l'avez acheté 100 000 €, il vaut aujourd'hui 150 000 €. À ce moment-là, vous allez avoir une exonération de la plus-value si vous la vendez avant le 31 décembre de l'année suivante de votre départ. Si par exemple, on imagine que vous arrivez en 2022, vous aurez jusqu'au 31 décembre de l'année 2023 pour la vente. Attention, attention parce que si vous louez votre bien en vous disant, bon, je vais au Canada, mais je ne suis pas sûre de vouloir y rester, et là, vous dites, bon, je vais le louer en attendant de savoir si je reste ou pas. Malheureusement, le fait de louer ce bien va faire que votre bien va passer automatiquement en résidence secondaire, au même titre que si vous prêtez votre bien. Gracieusement, il passera également en résidence secondaire et donc la fiscalité va être complètement différente. Donc, je vous dirais, c'est une des questions à se poser. Est-ce que je le vends? Est-ce que je vends mon bien? Est-ce que je ne le vends pas avant de partir? Parce qu'il peut y avoir un impact à ce niveau-là. Il y a également une autre question à se poser avant de partir, c'est quels sont les actifs que j'ai dans mon pays, en France notamment, parce que tout dépend le véhicule que vous utilisez. Il va y avoir des choix à faire, en tout cas des choix plus ou moins judicieux. Car par exemple, l'épargne salariale qu'on peut retrouver en France, qu'on ne retrouve pas au Canada, ça va être justement, si vous quittez votre emploi, une possibilité de récupérer ses avoirs. Mais, encore une fois, c'est une analyse à avoir si, par exemple, quel serait l'impact fiscalement si vous sortez votre argent en étant non résident au niveau du CSG-CRDS, de l'impôt du CSG-CRDS, parce qu'il y aura un impact par rapport à votre plus-value. Il peut y avoir plein de véhicules de placement différents, notamment aussi l'assurance vie. Si vous avez de l'assurance vie, sachez qu'en étant en France, c'est un beau bouclier fiscal justement où vous êtes à l'abri de l'impôt, mais une fois que vous aurez les pieds au Canada, l'assurance vie n'est pas le même véhicule de placement parce que le Canada ne va pas avoir les mêmes
le même regard sur ce type de placement. Donc je vous dirais, avant de partir, faites un point sur vos actifs et faites en sorte de déterminer quels va être, je dirais les choix les plus appropriés pour vous par rapport à votre projet. Ça, vous pouvez aussi, toute l'analyse qu'on est en train de faire, si vous souhaitez, vous pouvez, me contacter, soit par mon courriel, soit par téléphone, peu importe. Je pourrais vous aider à réfléchir avec ça et puis essayer d'allumer certaines lanternes et puis pourquoi pas aller voir des professionnels, vous orienter près des professionnels justement, des comptables, des fiscalistes et cetera. Moi aujourd'hui, j'ai, vraiment un regard, très généraliste, mais je peux vous aider dans cette analyse. Il y a aussi une autre question à se poser, c'est comment organiser son patrimoine entre les 2 pays, mais plus sur l'approche, en cas de décès. En France, on va pas parler forcément de testament et de mandat d'inaptitude. Au Canada, oui, beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on va organiser, vous allez organiser votre patrimoine suivant, suivant votre, si vous avez, par exemple de l'actif dans un pays et des actifs au Canada aussi, bah là, il faut l'organiser avec un notaire qui va pouvoir, avoir un regard sur les 2 pays et aussi, un regard qui est capable de comprendre ces 2 subtilités, ces 2 mondes-là, ces 2 pays avec, justement la capacité avec le barreau d'être aux 2 barreaux et donc de pouvoir, créer des testaments qui aient du sens des 2 côtés, heu, des 2 côtés du pays, quoi. Voilà. Au niveau des placements canadiens, donc là, c'est un petit comparatif entre la France et le Canada pour vous donner une petite idée parce que, de manière générale, Michel m'avait expliqué que, il y avait beaucoup de Français. Donc j'ai fait une petite loupe sur les placements, français et canadiens. Donc en France, en termes de liquidité, vous avez souvent le livret A, livret de développement durable et les comptes sur livret, les plans d'épargne logement, compte épargne logement, l'assurance vie et votre actif immobilier. Ça, c'est votre patrimoine français. Ici au Canada, c'est toujours une maison de la même manière, sauf qu'on va réfléchir un petit peu différemment. Vous allez avoir 3 types de placements. Tout ce qui est non enregistré, c'est-à-dire que là, on ne va pas parler de placements qui seront à l'abri de l'impôt, contrairement au CELI et au REER qui sont ici. Ce sont ici des placements où on va pouvoir faire de l'épargne et votre conseiller va pouvoir vous aider à organiser votre patrimoine. Habituellement, le CELI, c'est quelque chose qui est mis en place, qui serait plus, quelque chose donc qui est à l'abri de l'impôt et qui serait plus disponible. Que le REER serait plus vu comme quelque chose, plus pour la retraite, d'accord? Et donc c'est des régimes enregistrés, qui vont vous permettre d'avoir un retour d'impôt, notamment pour le REER, une fois dans l'année au moment de la déclaration fiscale et là, on va pouvoir organiser, votre, vos des avantages fiscaux et des leviers fiscaux, qui eux n'existent pas dans votre pays, notamment en France. C'est un système qui est bien spécifique au Canada et votre conseiller pourra justement vous aider dans toute cette organisation et aussi prendre en compte votre profil investisseur comme vous le faites en France, plutôt en se disant: «Je veux quelque chose de sécuritaire, je vais partir sur du livret A, de l'épargne, plan épargne logement» et après on détermine un profil d'investissement, un profil investisseur quand justement on va sur les assurances vie, les plans d'épargne en actions. Heu, Ça va être la même chose un petit peu sur tous ces placements-là, mais votre conseiller au Canada va vous aider à cela. Au niveau de la retraite au Québec, ça va être le dernier sujet de notre webinaire. La retraite, j'ai souhaité vraiment en parler parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes des étudiants, mais, souvent, vous arrivez en famille et vous arrivez avec votre conjoint qui lui votre conjoint ou votre conjointe, qui lui va chercher, un travail. Donc au niveau de la retraite, c'est important de comprendre comment, elle est faite. Au Canada, vous allez avoir déjà les programmes gouvernementaux, c'est-à-dire, tout ce qui est, le service du Canada, les pensions la pension de sécurité de la vieillesse que vous retrouvez ici et le régime des rentes du Québec, c'est-à-dire le fédéral et le provincial. Là où il faut être très vigilant, c'est que, contrairement si on fait un parallèle avec la France,
En moyenne, un salarié qui a été pendant 40 ans salarié, jusqu'à à peu près, ses 60-65 ans, quand il va arriver à la retraite, il va toucher, bon an mal an, entre 60-70 de son salaire. Par contre au Canada, quelqu'un qui a travaillé pendant 60 enfin jusqu'à ses 65 ans et que pendant 40 ans, l'indemnité, enfin ce qu'il va toucher dans l'année, c'est 21 489 par an. Donc c'est vraiment, un montant qui, contrairement à ce qu'on peut retrouver en France, il y a un petit décalage. Et comment on organise notre retraite au Canada? C'est par plusieurs leviers. Vous allez justement avoir tout ce qui est le programme proposé, par votre employeur et notamment les régimes de pension de prestations déterminées, ou de cotisations déterminées. Vous allez aussi avoir tout ce qui est REER, ce dont on parlait tout à l'heure dans les petites maisons, où je vous présentais, le patrimoine, comment vous allez le constituer. Le REER, c'est un mécanisme qui a été mis en place. C'est un régime enregistré d'épargne retraite collectif, pour le cas où c'est, avec votre employeur. Mais le REER, c'est un système qui va vous permettre de générer, un retour d'impôt et aussi de capitaliser et d'économiser pour votre retraite. Voilà, et donc ça, c'est mis en place aussi par l'employeur. Et ensuite, vous avez les placements personnels où là, vous ne le faites pas forcément avec votre employeur, mais vous allez le faire à titre privé via votre REER, via votre CELI, via le régime, épargne que vous pourrez avoir accès à partir du moment où vous serez en résidence, permanente. Là où je veux en venir, tout à l'heure, je vous disais, c'est important pour les conjoints-conjointes qui vont aller chercher du travail. Au moment où vous allez chercher du travail, je vous dirais, soyez très vigilants, pas que sur le montant du salaire, mais aussi avec toute cette enveloppe que l'employeur peut vous apporter pour votre retraite. Alors vous allez me dire: «Peut-être que je ne vais pas rester toute ma vie au Canada». C'est pas grave, parce que c'est vraiment des régimes qui sont mis en place pour vous et que vous pourrez récupérer aussi par la suite. Et c'est pour ça aussi que je vous disais, faites bien attention, à tout le package qui peut vous être proposé par votre employeur. Ne regardez pas que le salaire, voyez bien l'ensemble du package. Voilà, ça c'est pour les questions de retraite. Heu, je suis là pour répondre à l'ensemble de vos questions.